Je propose maintenant d'écouter effectivement un point de vue d'un responsable opérationnel, Monsieur Jean-Jacques Marette. Vous êtes directeur général de l'AGIRC et de l'ARCO, puisqu'effectivement les deux régimes ne sont pas fusionnés et n'ont pas pour le moment vocation encore à l'être tout de suite. Donc néanmoins, vous avez déjà vécu une fusion, dans la mesure où, avant leur généralisation, donc en 1972, les caisses ARCO reposaient sur des règles qui étaient largement différentes de celles d'aujourd'hui. Et vous avez dû effectivement, enfin vous-même et vos prédécesseurs ont dû, avec les partenaires sociaux, conduire cette première fusion. Peut-être juste un ou deux remarques qui vous est resté de comment s'est opérée cette première fusion d'une part, et d'autre part revenir également, parce que tout le monde a l'air de penser que piloter un régime en points, c'est très simple par rapport à une réforme législative. Or, pour avoir suivi en tant que journaliste les dernières négociations à AGIRC-ARCO, je n'ai pas eu ce sentiment de simplicité. Est-ce que vous auriez juste votre retour sur cette simplicité du soi-disant pilotage en points? Peut-être sur le second point de votre intervention, qu'il soit en points, en annuité, ou c'est d'ailleurs des réflexions de la chaire de Dauphine, comment protège-t-on un régime de retraite, ou peut-on protéger un régime de retraite d'une croissance économique et d'une évolution de la masse salariale faible? Ça, c'est un sujet, mais qui est totalement indépendant de la technique en points ou d'une autre technique. Moi, ce que je vous propose éventuellement, c'est pas très moderne, c'est par rapport à l'évolution de l'architecture, c'est de regarder l'avenir dans le rétroviseur. Parce qu'effectivement, pour vous parler un tout petit peu d'une réforme systémique qui, je ne dirais pas qu'elle est réussie, mais qu'elle a été réalisée, c'est l'ARCO. L'ARCO, c'est alors même qu'en 1945, on sort d'une volonté de créer un régime unique, où aujourd'hui on appelle l'histoire en disant en 1945 on aurait pu ou on aurait dû créer un régime unique. En réalité, ensuite, il y a eu une foison de nouveaux régimes. Quand on parle aujourd'hui des 35 régimes, c'est qu'il n'y a pas eu, dans les 30 glorieuses, il y a eu une foison de différents régimes. Et à un moment, les partenaires sociaux, des régimes qui ont été créés par profession, qui ont été créés sur une base conventionnelle. Et puis, à un moment, les partenaires sociaux ont créé l'ARCO, avec des missions d'ailleurs assez limitées, de coordination et de compensation, pour mettre un peu d'ordre dans ces différents régimes. Et en 1999, on arrive au régime unique. Alors, par rapport à des débats de cet après-midi, combien faut-il de temps pour passer de plusieurs régimes à un régime? Si on regarde l'histoire de l'ARCO, 61-99, il faut 38 ans. Alors, est-ce qu'on peut faire différemment? Et ce que je vous propose rapidement, c'est de dire pourquoi on est passé à un régime unique. Puisque l'ARCO, quand on l'a créé, comme un certain nombre de choses qu'on peut voir aujourd'hui, des comités de surveillance ou autres, est-ce que c'est pour aller vers un régime unique ou est-ce que c'est pour permettre à tous les régimes de continuer à vivre? Et l'ARCO, à l'origine, était créé assez largement pour permettre aux différents régimes de continuer à vivre, mais de pouvoir quand même organiser cela. Je crois qu'il y a 3 raisons. Pourquoi est-on allé jusqu'au régime unique? Première raison, qui est une raison qu'on évoque beaucoup aujourd'hui quand on parle de régime unique. Moi, je suis frappé. Si on demande dans l'opinion publique, êtes-vous favorable à un régime unique? Tout le monde va répondre oui. Et tout le monde va répondre oui pour des raisons de simplicité et de lisibilité. Or, tout ce qu'on a dit cet après-midi, tout ce que vous avez pu entendre, c'est que ce n'était pas un problème de lisibilité ou de simplification. Ni même, je regarde le professeur Bichot, un problème de réduction des coûts de gestion. Parce que je ne suis pas sûr, avec l'expérience de l'ARCO, qu'un régime unique coûte moins cher que N régime. Pour des raisons, d'ailleurs, des raisons techniques que l'on peut regarder sur la manière dont on a fait ce régime unique. Donc, le problème de simplification, il est réel aujourd'hui. Il y a bien une demande de lisibilité dans l'opinion publique. On peut trouver des réponses sans aller jusqu'à l'énergie considérable pour passer à un régime unique. Je crois que c'est M. Charpin qui disait il faut une énergie, il faut peut-être la consacrer à travailler sur l'âge plutôt que de la consacrer à fusionner l'ensemble des régimes. Donc il y a une première raison qui est évoquée, qui est la raison de la simplification. Je pense qu'il ne faut pas la nier, elle n'est pas déterminante, passer à un régime unique. Il y a une seconde raison, c'est l'intérêt des ressortissants des régimes. Et l'intérêt des ressortissants des régimes, effectivement, on l'a vu, alors qu'à l'origine, on était plutôt dans des carrières dans les 30 glorieuses où le salarié ne changeait pas de métier et donc de régime. Il y avait la caisse du bâtiment, il restait dans le bâtiment, où il y avait des caisses dans lesquelles on restait.
l'évolution des carrières, la fluidification du marché du travail, les trous de carrière ou autres, font qu'effectivement, il y a une demande des ressortissants des régimes, parce qu'en passant d'un régime, un des 45 régimes ARCO à un autre, on pouvait avoir des majorations familiales différentes ou des avantages que tout le monde a oubliés. À la GRR, quand on restait cotisé plus de 10 ans, on majorait les points de 10%. Ça s'appelait une prime de fidélité. Donc il y avait un certain nombre d'avantages de régime à régime, et quand on passait de l'un à l'autre, eh bien, on pouvait les perdre ou les gagner. Donc je crois qu'il y avait cette demande qui est ressortissant. Et puis la troisième raison, celle-là, elle est politiquement moins correcte, c'est qu'on passe à un régime unique quand les régimes y ont intérêt. Et un certain nombre de régimes ont demandé le régime unique ARCO parce qu'ils n'avaient plus les moyens de financer les avantages propres qu'ils pouvaient avoir dans leur régime. C'était vrai dans des régimes, et puis c'était vrai aussi dans la période effectivement d'intégration d'un certain nombre de secteurs qui n'étaient pas dans le champ de l'ARCO et qui sont venus, entre guillemets, se réfugier. Je pense aux salariés de la sécurité sociale, ou je pense à l'agriculture ou à d'autres secteurs que l'on peut évoquer. Donc je crois que c'est une raison qu'on évoque moins aujourd'hui, mais qui est quand même assez puissante, c'est que dans le passage au régime unique, il faut qu'il y ait un intérêt pour les responsables des régimes à passer au régime unique. Alors, comment y est-on passé quel enseignement on peut en tirer par rapport à la réflexion aujourd'hui? Il y a un certain nombre de prérequis techniques. Alors, est-ce que le point est une bonne technique pour y arriver? Moi, j'ai entendu, il y a quelques mois, une intervention très brillante d'Antoine Bozio sur les différentes techniques, et qui, je le caricature, donc il m'en excusera, mais qui disait, en fait, l'unité de compte du point, c'est l'euro, et l'unité de compte d'un régime en annuité, c'est le trimestre. Eh bien, en fait, le problème du point, c'est un problème de monnaie unique. Et en réalité, en travaillant avec le point, c'est plus facile de faire converger, je ne parle pas de fusionner des régimes, de faire converger des régimes, si on a une monnaie unique. Et avec le point, on peut piloter par le rendement, qui est le rapport entre, effectivement, la valeur du point et puis le prix d'achat du point. Et je pense que cette technique de point qui a été retenue, et on peut même, et c'est dans l'histoire de l'ARCO, avant le passage au régime unique, il y avait des régimes en points, et puis il y avait des régimes en annuité dans l'ARCO. Mais on les convertissait pour avoir une monnaie unique, qui était le point, et on pilotait par le rendement, et on avait mis en place une compensation, qui était une compensation à la fois démographique et financière, c'est-à-dire l'égalisation des rapports de charges, autour de, et je crois que c'est important si on va vers un régime unique, autour d'un régime unique virtuel depuis l'origine. C'est-à-dire, depuis la création de l'ARCO 61, il y avait d'une certaine manière une sorte de régime unique, et on égalisait les rapports de charges des 45 régimes autour de ce régime unique. Et on ne prenait en compte, alors ça renvoie à la contributivité ou aux avantages non contributifs, dans ce régime unique virtuel, on ne prenait pas tous les avantages de tous les régimes. Et ce qui n'était pas pris en compte dans la compensation devait être financé par les réserves propres qui avaient été constituées dans chacun des régimes. Ce qui fait d'ailleurs que quand ces régimes n'avaient plus suffisamment de réserves propres, ils votaient régime unique. Oui. Ce qui est assez logique. Donc il y a un certain nombre de prérequis techniques. Il y a ensuite un pilotage progressif. C'est-à-dire que le rendement, au début, il y avait des rendements. Je relisais hier un écrit du premier directeur de l'ARCO, M. Eke, que le ministre a bien connu, et qui effectivement disait il y avait à l'origine, alors ça fera peur à tout le monde, il y avait des rendements entre les régimes entre 15 et 40%. Rendement V sur S, 15 à 40%. 40%, il faut vivre 2 ans, 2 ans et demi, peut-être, pour que ça puisse s'équilibrer sur le long terme. Et en réalité, on voit bien que progressivement, et c'est toute l'histoire de l'ARCO, alors 61-99, on converge progressivement et on encadre le rendement. Alors je parlais de monnaie unique, on peut parler de serpent monétaire. C'est-à-dire que les régimes ne pouvaient plus avoir plus de tel rendement par rapport au rendement cible de 100%, et à la fin, ils ne pouvaient pas avoir plus de 104%, et encore, il fallait qu'ils aient des réserves propres, et moins de 98%. Donc progressivement, on fait converger. Troisième point important, j'ai bientôt fini, l'application dans le temps. Et je regarde là encore le professeur Bichot, qui est très volontariste sur la réduction des coûts de gestion. Le régime unique ARCO, ça n'a pas fait faire beaucoup d'économies, parce que c'est un régime de plus. C'est un 46e régime. C'est-à-dire que ça sera un régime unique, si rien ne changeait d'ici là, ce que personne ne peut imaginer, pour les salariés qui sont rentrés dans la vie active au 1er janvier 1999, date du régime unique, et qui iraient jusqu'à la fin. Alors là, ils auraient bien un régime unique. Mais aujourd'hui, quand on liquide les règles,
On liquide bien parce que les points ont été transformés en cristallisation. Dans le moment du régime unique, on a transformé les points. Mais par contre, les avantages divers des régimes, on applique les majorations familiales en faisant des découpages de carrières. C'est-à-dire les carrières avant 99, pour quelqu'un qui est passé dans plusieurs régimes, on lui applique plusieurs règles de majoration familiale. Et puis on applique la règle de la majoration familiale après 99. Donc, alors, est-ce que c'est très compliqué à gérer ? C'est cher à gérer. Ça peut faire des erreurs de liquidation. J'imagine que la Cour des comptes va dire prochainement des choses sur le sujet. Très bien. Pas très bien ou très mal. Mais en même temps, c'était une condition juridique de l'acceptabilité du passage au régime unique. Et je crois qu'il n'y a eu aucun contentieux au moment du passage au régime unique ARCO. C'est sans doute parce que les partenaires sociaux ont pris cette voie. Et puis, dernier point, il faut effectivement des prérequis techniques, il faut un pilotage progressif, il faut une volonté politique forte. Vous voyez bien qu'à l'origine, c'est créé par des branches. L'UIMM, le bâtiment, enfin un certain nombre de branches. On passe au régime unique dès lors qu'on passe à l'outil de l'ANI, l'accord national interprofessionnel. Donc il faut effectivement, en termes de gouvernance, il a fallu faire ce chemin pour que les partenaires sociaux, et ça pose un problème aux partenaires sociaux, de pouvoir imposer par un ANI à l'ensemble de leur fédération ou à l'ensemble de leurs branches le passage au régime unique. Et puis, je ne sais pas s'il faut sourire, mais l'expérience de l'ARCO montre aussi que c'est plus facile de passer à un régime unique quand il y a une crise économique. La décision du passage au régime unique, c'est 96. 96, quand c'était juste avant que je prenne des responsabilités, mais quand, pour arriver à l'accord de 96, on faisait des prévisions sur les comptes de l'exercice 93 ou 94. Vous vous souvenez tous que la masse salariale a baissé en 93, qu'il y a eu une crise économique importante, brève, mais assez importante. Et dès lors, ce qui me frappe aussi, c'est que ces décisions en matière de retraite qui engagent des durées très longues se passent très souvent compte tenu d'un contexte très présent. Et c'est quelque chose qu'on peut tirer de cette expérience. Conclusion, j'ai sans aucune compétence essayé de faire un peu d'histoire, mais ça c'est effectivement mon complexe de ne pas être actuaire comme ceux qui ont beaucoup parlé cet après-midi. Je vais faire la dernière conclusion, c'est que je pense que dans l'architecture des régimes de retraite, il faut refaire de la sociologie. Je m'explique. L'AGIRC, c'est un régime qui a été créé en 1947. Il a été créé parce que la sécurité sociale ne permettait pas. Mais quand on regarde le régime AGIRC, c'est un régime pour l'ingénieur, les 30 glorieuses, dont la femme ne travaille pas. Et ça explique les majorations familiales dont il a été question cet après-midi, qui vont jusqu'à 24% ou 30%. Et ça explique le fait que l'ingénieur qui ne travaillait pas, de temps en temps, descendait au fond de la mine, il y avait des accidents, et donc il y a une assurance décès dans le régime de retraite de 1,5%. Ceci pour dire qu'aujourd'hui, quand on se pose la question AGIRC, ARCO, faut-il les rapprocher ou pas, je crois qu'il faut s'interroger, est-ce que ce régime qui a été conçu, et qui a été conçu dans une époque et pour une époque, aujourd'hui, a toujours une justification? C'est vrai dans la problématique AGIRC-ARCO, mais c'est vrai plus généralement dans la problématique de l'architecture des régimes. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Marette.